à se renouveler par l'adjonction de sphères d'application nouvelles à mesure que des problèmes issus de la société ou des relations entre les sociétés jailliront et qu'il faudra, pour les théoriser, qu'il faudra revoir nos chers principes à nous philosophes et leur trouver des versions tenant davantage compte des problèmes posés par ces nouveaux champs d'application. Je ne vois pas beaucoup de retour en arrière vers, à part pour les fanatiques du découpage des auteurs, parce que ça existera toujours et c'est très bien, comme conservatoire. Mais sinon, je pense que les progrès de la discipline se feront plutôt dans ce sens, avec du coup un rapprochement très largement amorcé déjà avec les sciences sociales en général, que ce soit les sciences politiques ou que ce soit la sociologie, où je trouve qu'on se distingue de moins en moins, si ce n'est que la philosophie revendique pour elle-même une dimension délibérément normative vis-à-vis de laquelle les autres disciplines proches, comme la science politique ou la sociologie, ont davantage de réticence. Mais enfin, c'est presque, le clivage est presque surmonté. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce rapprochement vers ce que vous appelez l'approche applicative? D'abord, le déferlement en France de la philosophie nord-américaine, l'intégration de la révolution rawlsienne et de ce qui a suivi Rawls. Il y a une internationalisation des universités par les échanges des étudiants et aussi des professeurs. Qu'en pensez-vous? Et quelle serait la place de l'université française et d'une façon plus générale des universités européennes dans une logique d'internationalisation du savoir qui est tout de même marquée par un certain tropisme américain? Oui, je pense qu'avec les États-Unis ou le Canada, ça se fait assez aisément aujourd'hui. Il n'y a pas trop de problèmes. Le seul problème tient, mais il est en train de se résoudre, tient aux carences des universitaires et des étudiants français, carences encore très fortes en maîtrise suffisante de l'anglais. Mais c'est en train de se régler et je pense que dans 10 ans, le problème sera définitivement résolu. Donc, je crois que là, il y a banalisation, il y a beaucoup d'échanges et de thèses en co-tutelle notamment. Je crois que la question est plutôt réglée. Je vois une autre dimension d'internationalisation qui est intéressante, qui est avec les universités des pays en développement. C'est une question qui me soucie beaucoup, parce que, évidemment, après les indépendances, après les phases où la France a maintenu une présence dans les pays qu'elle avait colonisés sur le mode de la coopération, ceci, heureusement, ne peut pas durer toujours, mais il y a besoin peut-être de concevoir autrement la participation des pays dits nantis ou développés au développement académique des pays moins avancés, parce que, en gros, comme nous le savons tous, aujourd'hui, ces pays sont en train de faire l'expérience que les économies contemporaines sont des économies fondées sur le savoir, sont des économies de la connaissance, et que dans le développement humain, on ne pourra pas éternellement considérer que les paramètres retenus depuis que la notion a été forgée, depuis qu'a été conçu l'indice sur le développement humain en 1990, on ne pourra pas éternellement considérer que ça se calcule et ça se mesure uniquement en termes de produit intérieur brut, d'accès à la santé et d'accès à l'éducation, compris comme éducation primaire, conçue en gros, pour simplifier, comme alphabétisation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a nécessité d'enrichir les composantes, les paramètres du développement humain par l'intégration d'un paramètre comme le développement académique, de compléter l'indice du développement humain par quelque chose qui pourrait être une partie de cet indice ou un sous-indice que j'essaye de concevoir en termes d'indice de développement académique. Et je pense que de ce point de vue-là, les universités européennes ou les universités des pays avancés peuvent jouer un rôle d'échange, soit d'accueil, soit de transfert de compétences avec les pays en question, qui fassent sortir des ambiguïtés de la période coloniale. N'en parlons même pas, c'est plus que des ambiguïtés, mais des ambiguïtés de la période post-coloniale. Comment
retrouverait, si on construisait un indice sérieux du développement académique, on retrouverait le dédoublement qui vaut pour le développement en général, c'est-à-dire le fait qu'on a en gros deux approches dominantes, l'approche par les ressources, et il est clair que dans le développement académique aussi, il y a besoin de ressources, donc il faut que les pays les plus académiquement avancés, qui ne sont pas forcément tous avancés en Europe, hein, je pense qu'en France, il y a des poches de non-développement dans les universités françaises. J'évoquais l'état des bibliothèques tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une composante du développement académique qui relève d'une approche par les ressources. On peut échanger de la documentation, on peut échanger des choses de ce genre. Mais il y a aussi la seconde approche pour le développement en général, l'approche par ce qu'on appelle depuis SEN les capacités, fonctionne également pour le développement académique parce que dans le développement académique, il y a le développement d'un certain nombre de potentiels, d'un certain nombre de potentialités qui supposent pour les étudiants, par exemple, l'accès à des fonctions d'assistants, des fonctions d'assistanat qui leur servent de transition entre l'époque de leurs études et l'accès au métier relevant de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose dont on peut se soucier aussi. Il y a des capacités qui sont liées à l'accès à des compétences, à l'accès à des savoirs qui débouchent sur des savoir-faire. Il y a aussi dans les capacités, il y a aussi ce qui relève dans la tradition universitaire européenne, notamment allemande, des libertés académiques. Et ça pourrait être particulièrement intéressant dans le développement académique des pays les moins avancés, que le développement se fasse pas seulement en termes de transfert de ressources, mais en termes de transfert de capacités comprises comme des libertés académiques, parce que ce sont souvent des pays pour lesquels disons, l'apprentissage de la vie démocratique est en cours, n'est pas achevé, et les valeurs démocratiques peuvent s'apprendre aussi à l'intérieur de l'université sous la forme de l'apprentissage des libertés académiques. Donc je concevrais, si vous voulez, pour répondre à votre question, je concevrais un indice du développement académique comme combinant des choses qui sont directement quantifiables, qui relèvent de la partie du développement procédant d'une approche par les ressources, et des choses moins aisément quantifiables, mais qu'on doit pouvoir quantifier indirectement, puisque tout est quantifiable indirectement, mais c'est plus complexe, comme ce qui relève de l'approche par les capacités, notamment les libertés académiques. Est-ce que vous pensez que dans le monde que vous décrivez et que vous appelez de vos souhaits, ce qui serait l'autorité du professeur, au sens moral et épistémique, a changé, ou devrait changer? Oui, moi je pense que ça a beaucoup changé, et plutôt positivement. Je ne sais pas, quand j'étais étudiant, il serait venu à l'idée d'aucun de mes professeurs de dire pourquoi il faisait tel cours. Les collègues commençaient en disant « je fais un cours sur Malebranche ». Et ils commençaient par une bibliographie. Je pense qu'actuellement, c'est impossible. Je pense que les cours qui ne marchent pas sont des cours où les gens essayent encore de fonctionner comme ça. C'est quand même très rare. Et je pense qu'actuellement, un universitaire est contraint, et je pense que c'est une bonne contrainte, de ne pas fonctionner par l'argument d'autorité qui consiste à dire « j'ai choisi ce thème parce que je sais, moi, ce qui est bon pour vous ». Actuellement, il faut justifier le choix de son thème de cours, donner longuement des enjeux, discuter éventuellement de ces enjeux, et donc procéder moins par autorité au sens traditionnel du terme que par argumentation, en argumentant sur les choix de thèmes de recherche ou de thèmes d'enseignement que l'on fait. Et donc je pense que de ce point de vue, on a assisté à ce qui m'est arrivé de décrire en termes de fin de l'autorité. Je pense que là aussi, il y a eu fin de l'autorité pédagogique dans l'université, comme il y a eu fin de l'autorité pédagogique au lycée. C'est vécu plus douloureusement au lycée. Je pense que dans l'université, ça peut se vivre à peu près bien, pour peu que les universitaires comprennent que justifier ce qu'on fait est tout à fait naturel quand on s'adresse à
à des gens qui sont des adultes et qui sont capables de comprendre les motivations avec lesquelles on aborde les enseignements qu'on dispense. Donc il y a eu une grosse transformation de l'autorité, oui.